We are the gold standard. You're back there in Hollywood making movies right now because of us. Because they believe in us and what we're doing. I'm on the phone with every studio at night. Insurance companies. Producers. And they're looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again. Ever. And if you don't do it, you're fired. And I see you do it again, you're gone. And anyone on this crew does it. That's it. And you too, and you too, and you. Don't you ever do it again. That's it. No apologies. You can tell it to the people that are losing their homes because our industry is shut down. It's not going to put food on their table or pay for their college education. That's what I sleep with every night. In the future of this industry. So I'm sorry, I'm beyond your apologies. I have told you, and now I want it. And if you don't do it, you're out. We are not shutting this movie down. Is it understood? If I see it again, you're gone. And so are you. So you're going to cost him his job. And I see it on the set, you're gone. And you're gone. That's it. Am I clear? Do you understand what I want? Do you understand the responsibility that you have? Because I will deal with your reason. And if you can't be reasonable, and I can't deal with your logic, you're fired. That's it. That is it. I trust you guys to be here. That's it. That's it, guys. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 17. L'année 2020 a été pour le moins rocambolesque, mais galvanisante, comme un film de Michael Bay. L'année 2020 se finit donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. Et j'ai pleinement conscience, en tant que directeur général du comité central de cette émission, des sacrifices que je vous ai demandés. Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix au bon moment, et je veux vous remercier de votre cinéphilie jamais prise en défaut. De cet esprit de responsabilité par laquelle nous avons vu tant de films et qui nous permet aujourd'hui de mieux tenir que beaucoup face à la crise des studios. Oui, cette année 2020 a été difficile. Elle nous a rappelé nos vulnérabilités. Elle a été encore plus injuste pour les plus fragiles exploitants de salles, mais ensemble, nous en sortons encore plus unis et en ayant beaucoup appris. Cette épreuve historique a aussi révélé la solidité de notre cinéma. Notre pays est l'un de ceux qui est le moins intervenu pour protéger et accompagner les producteurs, les exploitants et les distributeurs, et ce quoi qu'il en coûte, l'État l'assume. Il nous faudra bâtir ensemble les réponses qui nous permettront de ne pas en faire un fardeau pour les générations futures. Oui, cette année 2020 ne se résume pas juste à l'épidémie, même si celle-ci a changé nos vies. Elle a aussi, à mes yeux, révélé des parcours exemplaires qui sont autant de boussoles pour les temps à venir. Notre plus grande fierté, en effet, ce sont nos auditeurs, vous. Notre émission a traversé cette année avec une telle unité et une telle résilience. Rien ne peut lui résister. Notre émission a été capable, dans ces temps difficiles, de tant d'innovation, d'inventivité et de générosité. Tout lui est possible. Les épreuves que nous avons affrontées auraient pu émousser notre enthousiasme ou bien désaltérer l'espoir. Il n'en est rien.
L'espoir vit dans la liberté que nous nous retrouverons, dans la force de notre culture, de notre art de vivre à la française, dans les leçons aussi que nous saurons tirer de cette crise pour plus de simplicité, ou bien d'efficacité, et parfois tout simplement de bon sens, afin de faire revivre le cinéma. Alors ensemble, dans la concorde, nous allons voir devant nous, voir notre avenir, et préparer aujourd'hui ce printemps 2021 qui sera le début d'un nouveau matin du cinéma. Restons cette émission unie, solidaire, fière de son histoire, de ses valeurs et de sa culture, confiant dans l'avenir et le progrès, sûr de son talent et de son énergie et ambitieux pour elle-même, quoi qu'il arrive. Soyons fiers d'être nous. En attendant Godard, et ce soir, le cinéma est mort. Voilà, mes chers auditeurs. Vive En attendant Godard, vive le cinéma. Marc, Valérie vient de péter, ça pue, il faut qu'elle parte. Quoi? C'est faux. Attends, Valérie, tu as pété? Mais non, Marc, je te jure que c'est faux, je n'ai pas pété. C'est irrespirable, je vais faire un malaise. Alors que la personne qui a pété se dénonce ou qu'elle se taise à jamais. C'est Valérie! Valérie, regarde-moi dans les yeux. Elle ment. Valérie, as-tu pété? Je n'ai pas pété. Je vais choisir Alexandra. Épouse-toi cette péteuse. Alexandra, tu es une grande compétitrice, mais aussi une grande délationniste. Et c'est vraiment deux qualités que j'aime. Acceptes-tu ce billet et continues à voler avec moi? Je t'aime. C'est encore trop tôt. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez compris, émission un peu particulière avec un invité prestigieux puisque nous sommes ce soir en crossover avec nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, l'émission cinécrophile de Canal B. Mais donc avec moi aussi de chez nous, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous. Plusieurs absents dans notre émission qui ne sont pas là. Justine, car elle a l'idée saugrenue d'être, je sais pas, quelque part dans un coin obscur du pas à la teuf, sud de la France. Peut-être c'est ça, à la teuf dans le sud de Rennes. Et Thibaut a sa mère sur les bras, donc il n'a pas voulu la ramener malheureusement. Bon, voilà, mais c'est bon. con. Mais donc nous ne lui en voulons pas, mais donc comme je disais, nous accueillons nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Il y a tout d'abord celui qu'on appelle le petit gris ou bien Napoléon. Donc il y a Étienne Cadoret. Bonsoir Étienne. Bonsoir et merci de nous avoir invités dans vos studios d'ailleurs que j'apprécie énormément. Ils sont tout à fait accueillants et c'est très très agréable d'être ici et de retrouver un micro. Ça faisait très longtemps, le cinéma est mort. Je parle pour le cinéma est mort qu'on n'avait pas nous pu enregistrer d'émission. Donc ça fait vraiment plaisir en fait de pouvoir recommencer. Également présent un autre docteur, le docteur Antonin Moreau. Bonsoir docteur. Salut les kids, salut Thomas. Ça va? Bah écoute, ça va super, pareil. Bah, après, on a un petit peu trop attendu, donc on a déjà commencé à boire. C'est voilà. mal barré cette histoire, c'est vraiment mal barré. C'est toujours la faute au lumpen prolétariat de la technique là. Et sinon avec nous, donc il y a votre intérimaire préféré au cinéma est mort, l'homme qui connaît le mieux le cinéma des restes du monde, donc c'est-à-dire le cinéma qui n'est pas américain ou pas français, donc c'est-à-dire des choses obscures. Il y a Jules Topoc. Bonsoir Jules. Bonsoir, donc merci de m'accueillir, d'accueillir ce formidable duo du cinéma est mort qui vous écrase quotidiennement. Et qui, alors, pour l'instant, je suis entouré d'hommes qui, j'ai l'impression pour l'instant, comme unique but, c'est me barrer la route vers les toilettes de votre studio. Donc peut-être qu'il y aura des bruits de frottement. Je te rappelle que nos émissions respectives sont hebdomadaires et non pas quotidiennes. Oui, mais eux, ils enregistrent tous les jours, ils en gardent plein pour pouvoir, à un moment donné, en 2021, vous bombarder d'émissions, puisque ça fait 3 mois qu'ils n'en ont pas fait, alors que là, je vous dis que tous les jours, ils enregistrent les petits bonhommes, c'est des mineurs du cinéma. Et donc, à la mise en son de cette émission, il y a nos 2 techniciens de luxe que nous remercions beaucoup pour tout le travail qu'ils fournissent. Donc, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde. Et il y a Gal. Bonsoir. Gal qui donc nous accueille dans son home studio matériel de luxe. C'est limite mieux qu'à Syllab et puis à Canal B. Donc ce qui donne ce voile suave et chaleureux à nos voix douces et mélodieuses.
Donc, comment ça va se passer ce soir? Donc, il va y avoir plusieurs émissions. L'émission donc de ce soir de mardi qui est diffusée sur Syllab, et nous retrouverons la semaine prochaine ou plus tard dans la semaine, parce que personne ne sait vraiment comment fonctionnent les podcasts du cinéma est mort. Mais donc, la deuxième partie sera donc sur Canal B, et il y aura du bonus au bout de ces 2 heures réservé aux internets, qui est sur ordinateur maintenant. Je le répète une fois de plus pour Jules qui n'a pas compris le concept d'internet. De toute façon, je n'écouterai jamais cette troisième partie puisque je suis éteint à chaque fois dans cette partie. C'est vrai qu'en général, dans les traditionnels top parades de fin d'année, donc au cinéma est mort, les bonus sont en général un peu plus vaseux, dû à la fatigue de l'émulation intellectuelle qui a lieu. Donc nous sommes ici pour faire le top parade, le bilan de cette année 2020, de cette belle année 2020, à la fois en termes de vie sociale et surtout en termes de cinéma peut-être, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes, dû notamment à un truc qui s'appelle le confinement et la pandémie mondiale, comme le disait Jules en off, à cause des Chinois. Et donc nous sommes là un peu pour parler de ça, parce que donc beaucoup de choses se sont passées. Évidemment, beaucoup de sorties salles n'ont pas pu avoir lieu, que ce soit pour les films français ou pour les blockbusters de cinéma américain, ce qui avant on appelait le vrai cinéma, et qui depuis quand même plusieurs années, on en a beaucoup parlé dans nos émissions respectives, que ce soit au cours de l'année ou dans les top parades. Le cinéma américain ne cesse de nous décevoir depuis des années et des années. Là, du coup, ils n'ont pas tellement pu nous décevoir, puisqu'ils sont pas sorti grand chose, à part que, donc on va en parler, beaucoup de productions ou bien de studios ont décidé de se reporter sur le streaming ou la VOD, la vidéo à la demande, notamment Disney qui a sorti beaucoup de ses dernières productions directement sur Disney+, ou beaucoup de choses qui ont été vendues à Amazon Prime ou bien à Netflix, ou certains grands studios américains comme la Warner qui ont annoncé que l'année prochaine, toutes leurs productions sortiraient directement en streaming et parfois en parallèle en salle, avant de plus ou moins revenir sur leur déclaration après le lever de bouclier qui a été fait notamment par des grands cinéastes de la Warner, enfin en termes commercial, notamment Christopher Nolan et puis Denis Villeneuve. Monsieur Caloré. Parce que ça, c'est surtout le cas pour le territoire américain, mais en France, on va peut-être pas encore en arriver là tout de suite. Parce que en termes de chronologie des médias, de toute façon, c'est pas autorisé par la loi française. Pour le moment, hein, on sait que la chronologie des médias a évolué déjà cette année. Hein. Les chaînes de télévision sont autorisées à diffuser certains jours, alors que c'était pas le cas avant. Enfin, pour les chaînes hertziennes, on dit encore hertziennes, oui, ça existe encore. Mais voilà, ça annonce un petit peu ce qui pourra se passer en France d'ici quelques années, mais c'est pas encore le cas. Et est-ce que ça va vraiment modifier, c'est ça la grande question, je pense, est-ce que ça va vraiment modifier le contenu ou la forme d'ailleurs des films eux-mêmes? Mais ça ne sait pas, c'est la question que je vous pose. Mais bien sûr, mais c'est la question que je vous pose aussi, c'est pas la peine de le prendre sur ce ton dès le début. On démarre cette émission tout de suite sur... Excellent. Écoutez, nous ne sommes pas là pour polémiquer. Si, alors... Si, en fait... Non, mais c'est vrai que on se disait un petit peu en préparant cette émission que nous préparons depuis des semaines, de voir justement comment est-ce que nous allions organiser. On s'est dit que sur cette première heure, en attendant Godard, on allait plutôt essayer de revenir sur les choses pas négatives, mais qui en tout cas auraient pu nous énerver dans les productions. Ce qu'on appelle un flop. Dans le cinéma de manière cette année. Ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire un flop, mais je sens que le docteur Moreau va intervenir car il aime le cinéma. Ouais, moi j'ai juste envie pour te contredire simplement, et pour justement commencer par du positif. Moi j'étais étonné que moi cette année... T'écoutes rien du final, tout. En fait. Ouais, carrément, mais je suis comme ça, je suis libre. Tu vois, un électron libre, Manuel Valls. Et non, mais moi j'avais juste envie de dire, effectivement, après on dira du mal parce que c'est notre passion, mais que moi cette année j'ai trouvé qu'en termes de cinéma, c'était pas si mauvais que ça, en fait, qu'en termes d'offres, moi j'ai eu l'impression, le sentiment de voir beaucoup plus un niveau moyen de film, de tous les films que j'ai pu voir, bien supérieur à celui qui a pu y avoir depuis 10 ans. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de ça lors de notre émission sur la décennie, de bilan des années 2010 l'année dernière, où on se disait que c'était vraiment une décennie comme une sorte d'âge de plomb. On était beaucoup revenu sur ces thèses-là, notamment en compagnie de Jean-Baptiste Aurès, sur le fait que oui, effectivement, il y a une sorte de crise de créativité aussi du cinéma. À un moment où s'il y a des âges d'or, il y a des âges de plomb. À un moment, le cinéma, il est moins à même d'être à l'heure d'une société ou de prendre la température comme il se doit. C'est moins un art central dans une culture. Et moi, pour me donner du baume au cœur, je me disais que déjà l'année dernière, en 2019, j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de très bons
films. Ouais, c'est une chose très qui bonne ne année. m'était pas La arrivée. moyenne en tout cas a été relevée. Et puis même il y avait des grands films, quoi. Je pense au Tarantino, il y en avait d'autres là qui m'échappent tout de suite, mais il y avait vraiment des très bons films. En tout cas, c'était une des seules années où je m'étais dit finalement faire un top 10, ça peut être compliqué dans le sens où qu'est-ce que je choisis là-dedans, parce qu'il y avait du choix, quoi. Et moi j'ai eu le sentiment que en 2020 finalement je me faisais prophète et je me disais tiens, ça se trouve on va arriver dans une phase où cette influence de la série qui occupe tout le terrain du territoire culturel, tout le territoire culturel va peut-être baisser et que le cinéma va reprendre un peu du poil de la bête. Et je me dis que dans les films que j'ai pu voir, surtout dans un registre en tout cas exploité commercialement dans l'art essai, mais aussi sur certains films de plateforme et notamment américains, il y avait quand même des films de très bonne qualité. Effectivement, il n'y a pas de film qui surnage totalement. Il n'y a pas de bons films, mais il n'y a pas de grands films cette année. Moi, je pense que c'est l'effet qu'on ressent. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'est le fait que justement, comme les blockbusters sont pas sortis, quelque part, ça a laissé une forme de champ finalement, et notamment du champ pour pour Netflix, ou enfin pour les fictions, on va dire cinéma, mais qui viennent de réseaux de télévision, quoi. Et en fait, c'est assez terrible quelque part, parce que moi j'ai vraiment le sentiment que cette année ça a été pour moi je ressens comme un phénomène d'accélération de quelque chose en fait qui est déjà là depuis déjà des années, c'est-à-dire le manque cruel d'inspiration du cinéma de studio, on va dire, du cinéma à gros budget. Où on considère que le summum de l'auteurisme, c'est le cinéma de Christopher Nolan, ce qui, quand même, à mon avis, dit déjà pas mal de choses sur le niveau, quoi. Je trouve que du coup, c'est bien parce que là, quelque part, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez négatives là-dedans, parce que ça veut dire que Netflix est en train de prendre une part, est en train de récupérer en fait des tas d'auteurs, et en train de devenir finalement l'un des plus gros studios américains, ou en tout cas potentiellement l'un de ceux où il peut y avoir des choses intéressantes qui se passent. Et ça pose un problème parce c'est aussi un business, c'est aussi un médium qui est assez problématique par ailleurs pour d'autres raisons. Mais je trouve que le fait qu'il n'y ait pas eu de Wonder Woman, le fait qu'il n'y ait pas eu de nouveaux Star Wars, de machin, de trucs, ça fait que finalement la promotion s'est aussi faite sur finalement du cinéma d'auteur. Complètement. Et je pense à Charlie Kaufman, par exemple, qui aurait à mon avis, qui serait passé à mon avis totalement sous le radar, en dehors des amateurs de Charlie Kaufman, si ils sont froids, hein, donc voilà. Qui aurait sûrement une sortie problématique en salle. Même le Fincher. Même le Fincher. Mais ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant ces temps-ci, c'est qu'effectivement il y a une polarisation. Mais ça c'est quelque chose dont on avait déjà parlé lors de nos bilans de toutes ces années-là, c'est qu'on a l'impression qu'à un moment il y a une polarisation extrême entre un cinéma de divertissement total et sans auteur à la barre, et un cinéma hyper identifié auteur complètement. Et ça, on a l'impression que ça s'est hyper accéléré cette année, où quand on voit un film comme le Fincher, noir et blanc, sujet de niche total, le Charlie Kaufman où il va encore plus loin dans la tristesse et le désespoir, on est dans quelque chose qui est très très auteur, dans le sens où on sent que c'est des films qui sont absolument improduisibles dans l'esthétique hollywoodienne telle que nous on l'a connue, et qu'on a complètement perdu cette notion que nous, pour lequel je pense on est tous venus au cinéma américain, c'est que ces fameux films de contrebandiers où d'un coup on a à la fois le spectacle, à la fois un divertissement complètement majoritaire, et avec une vision d'auteur qui agit en contrebande derrière, exemplairement les John Ford, les Verhoeven, enfin pour tendre un spectre relativement large, où d'un coup on a le spectacle et on a une vraie vision. Pour moi c'est un peu le paradoxe, et c'est un petit peu aussi à mon avis le problème, c'est que on a du coup l'identification entre divertissement et auteurisme, il est tellement fort maintenant que ça devient difficile de concevoir l'idée qu'il pourrait y avoir un film à 250 millions de dollars qui soit un film qui prenne pas ses spectateurs pour des enfants de 12 ans, mais qui les prenne pour des adultes. Et qui prennent même les ados pour des vrais ados, pas pour des gamins abrutis. Et c'est vrai que moi j'aimerais effectivement, alors je pense pas que ça arrivera malheureusement, je pense que au contraire ça va s'accélérer dans cette polarisation, mais moi je rêverais qu'un réalisateur qu'un Scorsese, moi je rêverais au retour de McTiernan, de toute façon, le seul qu'un des seuls mecs qui est capable de produire ça, c'est-à-dire de produire quelque chose qui soit à la fois du divertissement tel que le cinéma américain peut en produire, et en même temps
avec une vision. En même temps, voilà. Et ça, c'est vrai que ça, je pense que, et ça, malheureusement, moi, je pense qu'il va falloir faire son deuil de ça, parce que malheureusement, je pense que là, ça va faire qu'accélérer les choses, quoi. Moi, c'était un film, je sais plus si on en avait parlé l'année dernière, et si même vous aviez fait une émission à son sujet. Non, je crois que non, mais c'était le fameux Le Mans 66 de James Mangold, qui avait vraiment, enfin moi en tout cas, qui m'avait fait une très forte impression, que j'ai revu, qui est un film que j'adore et qui me paraissait représenter typiquement ce type de cinéma hyper majoritaire, le biopic, complètement avec le côté bagnole luxuriant, enfin la main tendue hollywoodienne, quoi. Et puis derrière le savoir-faire, le savoir-faire d'un non pas d'un auteur, je vais dire, mais en tout cas de quelqu'un qui est vraiment un artisan, qui a vraiment envie de faire bien le taf. C'était le propos même du film, justement. Et c'était le propos même du film, en fait, de raconter finalement en sous-main cette chose-là, ce rapport entre les différentes forces en présence, les financiers, les producteurs et les réalisateurs, quoi. Et au final, ouais, c'est vrai que là, je pense au Sorkin cette année, où finalement on est un peu là-dedans. On est dans j'aime moins le Sorkin que le James Mangold, mais on est dans une optique de cinéma bien ficelé, quoi. En tout cas hollywoodien, tel qui devrait être la base. Mais quelque part, et c'est ça qui est terrible, c'est là où moi je me rends compte que c'est assez terrible, c'est que moi c'est ce que j'appelle ça, c'est du cinéma à l'ancienne. Et rien que de dire ça, déjà, pour moi, il y a tout le problème là. C'est-à-dire que c'est du cinéma qui peut plus, enfin, qui ne peut que avoir du mal à exister. Il y aura pas de retour. Enfin, à mon avis, il y aura pas de retour de ce cinéma-là. Pas pour l'instant, en tout cas. C'est pas dans les prochaines années. Je pense que, au contraire, dès que le confinement va être terminé, à mon avis, déjà du blockbuster, ils en ont plein les tiroirs, et de la merde, ils en ont plein les tiroirs. De toute façon, donc il va falloir déjà écouler tout ça. Donc à mon avis, on en a pour 2 ans, à mon avis, de sous-produits. Et puis pareil pour le cinéma français, hein. Des comédies moisies, à mon avis, on en a pour 2 ans de comédies moisies. Après, voilà, toi t'es sûrement plus spécialiste que moi. Peut-être que tu as vu des inflexions dans la comédie française que moi je n'ai pas perçu. Monsieur, on va y venir. On parle de cinéma américain, mais je trouve qu'il y a quand même une ambivalence avec ce grand méchant Netflix ou Amazon Prime ou les grandes plateformes comme ça qui nivellent par le bas et qui uniformise une façon de faire des films ou même de faire une série. Donc là on voit le DSK ou le Tiger King où tu regardes le truc et tu te fais embarquer par un produit qui est, comme tu dis, hyper bien ficelé et nivelé, et que quand même, parmi tout ça, et ça peut rappeler peut-être une certaine forme de système français de production où Canal+, quand tu dis peut-être un cinéma à l'ancienne ou une production à l'ancienne ou une production typiquement française, de se dire que Canal+ pouvait produire des tas de merde et des tas de grands films orientés pour faire des entrées, et qu'il y avait quand même des miettes qui étaient données et qui étaient quand même distribuées à des auteurs. Il y a une bonne partie du cinéma américain des années 90 qui n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas Canal+, si Canal+ n'avait pas mis du blé, de toute façon. Donc je peux vraiment aussi balancer vraiment des choses affreuses sur Netflix, mais c'est pour l'instant la seule plateforme qui t'offre des financements pour Fincher, des financements pour le Sorkin, pour les Cohen, pour moi, c'est vraiment le paradoxe. C'est vraiment le paradoxe du truc, c'est que je trouve que Netflix, c'est un modèle, je trouve, qui est assez risqué, quoi, justement par rapport au cinéma. Voilà. Et en même temps, je peux pas te dire autrement que parmi les choses les plus intéressantes qui sont sorties cette année, c'est Netflix qui les a produites. Il y a un truc. Faut avouer les choses aussi, quoi. Tu vois, enfin. Après, il y a un truc à bien noter là-dessus, c'est que Netflix ne donne carte blanche qu'à des auteurs qui sont déjà consacrés, qui sont déjà identifiés. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui est hyper important à noter, parce qu'effectivement on peut leur trouver ça super que d'un coup Scorsese ait je sais pas 200 millions pour faire son rêve, mais clairement le film qu'il a fait, que j'aime beaucoup, The Irishman, mais c'est clairement un suicide commercial. Enfin, c'est un film qui manque cruellement de producteurs, tout comme le Charlie Kaufman. C'est des films qui sont des films de niche totale, où clairement d'avoir Scorsese, d'avoir Kaufman, d'avoir David Fincher pour Netflix, c'est bien, c'est un produit d'appel, c'est une bonne chose pour leur marque, mais est-ce que Netflix va un jour faire ce même système de carte blanche à des auteurs en devenir? Réponse évidemment que non. Le reste, c'est l'algorithme qui gère, et du coup on a Tyler Drake, on a des trucs qui sont alors qu'on peut être fan de blockbuster, là qui sont irregardables, quoi, où il y a rien, quoi, où c'est d'un coup on en parlait l'année dernière. En tout cas, il y avait des articles qui disaient que voilà, comment ils font Netflix pour pouvoir
continuer à financer et est-ce que l'entreprise est viable et financièrement tienne le coup. Et là, ça a un peu fondu dans la masse, on n'en parle pas. Mais moi, je me pose toujours la question, mais d'où vient l'argent? Parce que les abonnés peuvent pas se remplacer, Pas de moi, en tout se cas, créer, je peux vous dire. mais que on le sait très bien que les codes sont distribués à droite à gauche et qu'il y a qu'une Et toute qui se petite télécharge paire de... hyper facilement. Ouais, c'est un des trucs les plus Donc, faciles il y a à quand même télécharger au monde. il y a un point d'interrogation Donc, terrible merci. de se dire mais d'où vient tout cet argent et comment c'est viable et à quel point la bulle va pouvoir tenir Tu voudrais dire que ce serait une sorte de pyramide de Ponzi audiovisuelle qui fonctionnerait sur du pognon qui est pas en caisse, quoi. C'est vrai que ça c'est, et en même temps ils ont réussi à tuer, enfin quand tu sais que Netflix c'est quand même eux quand ils ont quand même réussi à tuer le réseau Blockbuster qui était le réseau de vidéoclub, enfin je veux dire tu sens qu'ils ont moi je pense qu'ils sont suffisamment gonflés pour que ça tienne, en fait c'est ça, je pense que, et effectivement par contre il y a un risque de bulle, quoi. Mais comme tous les autres suivent, Hulu, Amazon Prime, comme tout le monde suit finalement, est-ce que ça peut mettre, à mon avis, vachement longtemps à crever comme cette bulle. Et Antonin, du coup, on parlait du fait que les plateformes ne donnent pas, les pleins pouvoirs à des jeunes réals, mais à des personnes qui seraient plus installées. Qu'est-ce que vous pensez qu'en termes, pas forcément de production, mais en termes d'esthétique, ça pourrait donner dans les années à venir? Parce que tous les prods originales de Netflix sont quand même hyper marqués par un même cahier des charges visuelles, justement, ce qui fait qu'ils se ressemblent tous, ils sont même assez moches, je trouve. Donc qu'est-ce que ça pourrait donner dans les années à venir s'ils persistent dans ce même système-là en termes d'économie et puis en termes d'esthétique? Est-ce qu'on va avoir une école Netflix? Pour moi, c'est quasiment obligatoire, parce que le truc c'est que c'est une histoire de support. C'est-à-dire que quand je regarde un film à la télé, quand je vais voir un film sur grand écran, je veux dire, ma capacité à ressentir les nuances, par exemple, en termes de photographie, c'est pas la même chose, quoi. Enfin, tu vois, moi, je suis pas armé avec, tu vois, un projecteur, machin, HD, truc muche, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, je pense que Netflix, ils ont tendance à avoir une esthétique qui peut fonctionner sur tous les types de télévision, on va dire, voilà. Ou les téléphones. Voilà, ou les téléphones, etc. Donc, ça marche très bien ça marche très bien. En tout cas, à mon avis, c'est adapté pour le petit écran. Mais par contre, c'est vrai qu'à mon avis, il y a toute une part de ça, pour moi, c'est exactement la même chose que le MP3 par rapport à l'analogique. Et on commence peut-être il y aura des fréquences en moins, avoir des cinéastes qui combattent, on va dire, l'écran, le petit écran, et de se dire que ça crée une extrémité de propositions où tu retrouves le vieux débat, la télé carrée et le cinémascope, c'est une autre expérience. Et là, ça s'est vu cette année avec le 1917, où ils ont mis à fond la carte de vous ne pourrez jamais voir ça sur le petit écran, c'est une expérience, venez voir Tenet parce que vous allez trembler dans votre fauteuil, et t'as l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure. Mais oui, c'est la contradiction, c'est complètement contradictoire, parce que ça devrait pas être une expérience, ça devrait être juste l'expérience normale d'aller au cinéma, c'est d'avoir des gens qui nous proposent, je veux dire, comme des peintres, comme des photographes, qui nous proposent, je veux dire, des esthétiques, voilà, qui peuvent être radicales ou au contraire beaucoup plus a priori conventionnelles, mais qui sont intéressantes à regarder, qui sont intéressantes à voir, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Et de nous vendre ça comme une attraction de Disneyland, vous allez voir, il y a une super photo. Bah oui, c'est encore heureux qu'il y ait une super photo. Je paye 11 euros pour aller voir le film, quoi. Je veux dire, encore heureux que l'interprétation est pas trop à chier, quoi. Je dirais que le scénario tient la route, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est la moindre des choses, quoi. Mais ça, c'est marrant parce que c'est vrai que ça soit Tenet ou 1917, on est typiquement, parce que Sam Mendes, je le mets un peu dans le même paquet que Nolan ou Villeneuve, et on est clairement devant des cinéastes qui sont pas du tout, c'est pas du tout du même acabit que Verhoeven ou McTiernan, c'est quand même des mecs qui affichent leur auteurisme, mais de façon flagrante, et où la photo, là on est presque en plus où il y a deux auteurs, hein, il y a le chef-op et le cinéaste dans le cas de 1917, et clairement on est dans les spectacles où ce qui est en produit d'appel, il y a non seulement un film de guerre, mais le premier produit d'appel, c'est quand même le dispositif formel, et donc quelque chose qui serait de l'ordre de l'auteur, en tout cas du cinéma en tant qu'art, et ça devient ce truc d'auteur devient un produit d'appel, devient la pub. Ce qui est un peu triste, parce que ce qui aux États-unis n'a jamais existé. Enfin, je veux dire, il y a que Kubrick qui existe. Et puis à Hollywood, il y a, mais même pas que à Hollywood. Enfin, je sais pas, tu regardes, je sais pas, moi, tu regardes des films de Michael Powell et Pressburger, ou des films qui sont photographiés par Jacques Cardiff. Jacques Cardiff, tu le vois en interview, il est pas en train de te dire je suis un artiste, il est en train de dire c'est mon travail. Et son travail, c'est de faire une putain d'image. Voilà, c'est ça son boulot. Oui. Alors évidemment que le mec, au fond de lui, il sait bien qu'il est pas en train de, il est pas juste un employé en train de faire un truc. Il sait bien qu'il est bon. Je veux dire, mais
il a la modestie, comme John Ford avait la modestie de pas dire je suis un metteur en scène, vous comprenez. C'est pour ça que Cardiff fait Rambo 2 sur la fin de sa carrière, par exemple. Ouais, mais après Robert la photo est super dans Rambo 2. Après Fleischer fait des trucs pas terribles à la fin de sa carrière, ça n'empêche pas. C'est juste pour dire justement qu'en effet, il fait son travail et il le fait bien. Et Rambo 2, si tu regardes la photo, elle est top. Elle est bien, c'est le scénario qui est un peu naze. Il y a plein de choses dans Rambo 2 qui vont pas, mais la photo est top. Mais c'était juste pour aller dans ton sens et dire que, en effet, il y a cette. Mais c'est ce qu'on disait, c'est ce que disait le docteur Moreau tout à l'heure. Sur Le Mans 66 par exemple, et ce que racontait justement le film de James Mangold sur ce côté de l'artisanat, c'est-à-dire de bien faire son travail, ce qui n'empêche pas d'y mettre en fait quelque chose de personnel, le cinéma de contrebandier dont il parlait. Donc on revient encore une fois de toute façon à ça, à savoir en effet proposer au grand public le spectacle, ce que nous aussi on attend, enfin ce que moi en tout cas personnellement j'attends, ce grand spectacle, de me laisser emporter. Starship Troopers reste en effet l'exemple parfait, à savoir je me laisse embarquer par ce film, par le spectacle du film, et je me rends bien compte que derrière il y a un truc. C'est un exemple en effet un peu extrême, Starship Troopers, mais le cinéma de contrebandier, c'est ça, et c'est ça qui disparaît, c'est ça qu'on attend. Moi c'est ce qui me gêne avec tous ces films Netflix aussi, avec le Fincher notamment. Le Fincher, parce qu'on était censé quand même parler de nos flops cette année, donc je me permets de me lancer là-dedans. Moi, Manque fait partie de Fincher, fait partie de mes flops de l'année. Non pas parce que c'est un mauvais film en soi, enfin, j'y vois bien plein de qualités dans le Manque de Fincher. Mais ce qui me gêne profondément dans le Manque de Fincher, c'est ce qui représente beaucoup des films Netflix, mais pas que, d'ailleurs cette année, et puis c'était les années, c'est cette espèce de, on nous montre qu'on est face à un film d'auteur, on est face à un film important, sérieux, qui doit raconter des choses, et du coup on va parler de Citizen Kane, et enfin voilà, il y a quelque chose d'un peu excessif. Alors peut-être que je suis passé à côté, et que finalement c'est un film complètement subversif, qui nous montre la vacuité de Citizen Kane et de l'importance qu'on peut donner à ce genre d'objet, ou des choses comme ça, j'en sais rien. Moi j'ai pas vu ça en tout cas dans le film, j'ai pas entendu quelqu'un le dire, je dis ça vraiment par hasard, mais le fait est que pour moi ça représentait en tout cas quelque chose de, le spectacle n'est pas là, je me laisse pas embarquer par une histoire, les personnages ne m'intéressent pas. Tu dis ça parce que t'as pas écouté notre émission. Sans doute, je n'écoute pas votre émission, c'est vrai. Je ne fais pas partie de vos 3 auditeurs. Je m'excuse. Ouais, on a 5 à ma mère écoute. Alors, mais voilà, ça représente en tout cas voilà ce cinéma d'auteur. Alors c'est pas Nolan non plus, mais c'en est pas si loin que ça, ce cinéma de niche qui est là. Alors pas seulement pour les niches, je pense que justement Netflix bouleverse un peu ça, parce que du coup Netflix propose, en tout cas en France, beaucoup de films. On a vu ça avec Truffaut, là il y a Sautet qui débarque, qui du coup sont là pour tout le monde et pas pour une niche, beaucoup plus accessible en fait, parce que du coup tu vas pas rechercher sur Netflix, on te le propose, il est là devant toi et puis tu vas le regarder malgré toi. Donc c'est pas pour, je suis pas convaincu que ce soit pour une niche, au contraire. Mais par contre, il faut absolument qu'on nous montre que c'est sérieux, que c'est important. Et mais le spectacle est plus là, et le côté subversif est plus là, et il y a plus rien de ce qui fait le sel en fait de ce spectacle particulier en fait. Moi j'ai beaucoup aimé le Manque, mais parce que moi j'ai eu l'occasion. Moi j'aime beaucoup Citizen Kane. Moi c'est un film que c'est un film que j'ai toujours trouvé assez passionnant, et du coup ça m'intéresse. Moi c'est le sujet m'intéressait, donc c'est vrai. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord, effectivement, ce qui et puis alors moi je pense que pour le Manque, et c'est valable aussi pour le Kaufman, je pense qu'il y a aussi une espèce d'aridité théâtrale. Moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire des réalisateurs qui sont dans des partis pris théâtraux, de mélanger le théâtre et le cinéma. Et dans le Manque c'est peut-être un peu moins évident, beaucoup plus évident dans le Kaufman, mais j'ai quand même retrouvé ça, qui explique à mon avis justement le manque de spectacle. C'est cette espèce de désir, effectivement de faire série. Mais alors, est-ce que c'est pas un problème de légitimité aussi de Netflix, quoi? Est-ce que c'est pas un cahier des charges qui est partagé à la fois par les réalisateurs et par Netflix, parce que Netflix a besoin de prouver finalement aux CSP+ de 40 ans qui lisent les cahiers du cinéma qu'ils méritent d'être regardés, quoi. C'est ça aussi, quoi. Mais je pense que c'est en ça qu'il y a un problème de producteur. Je pense qu'on n'aborde pas. Moi, je suis pas un réalisateur ni un auteur ou quoi que ce soit, mais je me dis que inconsciemment, n'importe quel auteur, cinéaste, il va pas faire le même film s'il est suivant le public qu'on lui donne. Là, s'il a une carte blanche, si c'est Fincher, si c'est des Scorsese, si c'est des noms aussi importants que ça, il va aborder son film. Il va pas, s'il le fait pour Netflix, où il sait que son film sera vu un certain nombre de fois et sur la durée,
il va le faire tel qu'il il va pas avoir l'impératif de s'adresser au plus grand monde de toute façon. Et ça c'est quand même quelque chose qui est fondamental, en tout cas dans le cinéma américain, quoi. Et ça peut créer des offres extrêmement, enfin des films qui peuvent être extrêmement radicaux, mais ils auront toujours quand même cet impératif-là, c'est quand même de s'adresser au plus grand monde. Donc je pense que même eux s'en défendent. De toute façon, ils vont dire que c'est pareil que de travailler pour Netflix, que pour un studio. Mais je pense qu'inconsciemment, c'est pas du tout pareil. Non, en fait, c'est pas du tout pareil. Quand on fait ce qu'on veut, parce que Netflix, je pense que c'est ça la particularité, c'est que il n'y a pas de producteur. Il n'y a pas en tout cas quand ils ont des auteurs, il n'y a pas de producteur. Il y a des cartes blanches et les mecs font vraiment ce qu'ils veulent. Donc ils font leurs films les plus où clairement on peut que voir que ça porte leurs pattes, ça c'est clair. Mais voilà. Après, je pense. Pour revenir un peu là-dessus, je pense ce truc de manque de films qui soient un petit peu entre les deux. Je pense que ça peut rejoindre aussi le problème de l'exploitation en ce moment, et notamment du cinéma d'art. On sait qu'Hollywood, par exemple, s'est vachement formé en appelant les cinéastes étrangers, en appelant dès qu'il y a un petit talent qui arrive dans n'importe où, on les prend, que ce soit des mecs de Hong Kong, que ce soit des Français, que ce soit des Allemands pendant l'arrivée du nazisme. Ouais. Donc Hollywood ne s'est formé qu'en incorporant en son sein des minorités esthétiques, quoi, et donc a construit la norme par la marge. Et en fait, ça c'est un truc qui n'existe plus. Et moi je me faisais la réflexion avec Sorogoyen, qui est le petit génie du cinéma espagnol en ce moment, qui est le mec où je me dis mais putain, le mec il est hyper fort, mais ce mec là il y a 15 ans, un mec comme ça arrive, il est à Hollywood directement quoi. Il a même sorti cette année un film et une série. Donc on va faire une petite pause avec un extrait d'un film, et comme nous avons le cinéma est mort avec nous, un extrait qui parle de racisme. Je suis fan de ce que vous faites, méga fan, enchanté. C'est quoi la caméra mais attends, c'est quoi la caméra? Non, en fait, ça, c'est juste une équipe de télé qui me suit par rapport à un documentaire sur la marche que j'organise, tout ça et tout. Ah, c'est tes trucs, la vidéo machin. Ouais, exactement. Là, ouais, mais moi, je suis. C'est pas ma cam, quoi. Hein, ça me fait pas rire du tout, ces espèces de trucs sur l'esclavage. Tu peux éviter, hein? Tu lui dis? Non, mais cool, franchement, good vibe. Moi, je viens en tant que fan. Oui, mais il n'y a pas. Oui, c'est bon, le mec, il démarre, il fait des vidéos rigolotes, laisse tomber, c'est bon. Toi, évidemment, ça te fait rire. Vu ce que tu fais dans Case Départ, c'est normal que ça te fasse marrer. Moi, ça me fait pas marrer. Quoi dans Case Départ? Qu'est-ce que je fais dans Case Départ? Je sais pas, l'esclavage, ça vous fait marrer, c'est tout. C'est pas. Voilà. Attends, mais non, je te dis que je t'invite. Pas du tout. Précise tes propos sur Case Départ. Quoi, Case Départ? Ça me fait marrer l'esclavage. Je veux dire, monsieur, rappelle-moi ton prénom. Jean-Pascal. Voilà, Jean-Pascal fait des vidéos très drôles qui font rire les gens, enfin par rapport à l'esclavage. Et toi, tu fais des films sur l'esclavage qui font rire les gens. Ça nous a fait rire. Non, Case Départ, c'est pas un film sur l'esclavage. C'est un film qui se passe pendant l'esclavage et qui traite justement de l'évolution du racisme à travers les siècles. Ça n'a rien à voir. C'est pas un film qui est drôle. Hein? Qu'est-ce que t'as retenu de Case Départ? Il y a une scène notamment dedans où on dit liberté, égalité, nique ta mère. Voilà, et je crois qu'il y en a même une autre où le mec il dit sa grosse teuf, sa grosse teuf. Oui, le maître qui dit un moment à Fabrice, avec ta grosse bite. Bon, je crois que c'est clair. Donc en fait, tu m'invites au resto pour me proposer ton nouveau film en tant qu'acteur, et après tu descends mes films. Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que Case Départ ne met pas les noirs en valeur. Ça va, ça tu comprends? Ça met pas les noirs en valeur, c'est tout. J'ai rien dit d'autre. Parce que toi, dans tes films, tu mets les noirs en valeur? Dans Première Étoile, tu mets les noirs en valeur. Tu as vu Première Étoile? C'est une famille de noirs qui part au ski et qui tombe le cul dans la neige. Le bon cliché, les noirs savent pas skier, ils tombent, Première Étoile, on se fend la gueule. Et en plus, le mec s'arrête pas là, il a fait 2e étoile, après ce sera 3e étoile et Chamois d'or. Des noirs qui tombent le cul dans la neige, après Spike Lee, Lucien Jean-Baptiste, défenseur de la cause noire. Merci, ça va, attends. Pas toi, Fabrice, pas toi. Quoi, pas moi? Tu critiques à moi. Je descends les tiens. Attends, je critique tes films. Pourquoi je critique tes films? Parce que t'es en train de me dire que ton film sur l'esclavage, enfin que les vidéos de monsieur ne sont pas comme tes films. Lui, il se fout de la gueule de l'esclavage dans ses vidéos. Toi, tu te fous de la gueule de l'esclavage dans tes films. Non, c'est ça que j'essaie de dire. pas de la gueule de l'esclavage. C'est tout. Moi, je fais pas de films sur l'esclavage. Bah moi non plus. Des films familiaux, un peu social, Dardenne, Ken Loach, un peu plus comique. Ken Loach. Ken Loach. Des noirs qui tombent le cul dans la neige, c'est Ken Loach. Ça, c'est ton résumé, ça. C'est quoi le prochain? Ça va s'appeler Premier Dauphin. C'est une grosse dame noire qui tombe dans la piscine et tous les blancs de la piscine rigolent. T'es dans les clichés, mon pote. Bah oui, je suis dans les clichés. Tu fais des films de vendus, des films de bounty, voilà. Qu'est-ce que t'as dit là? Je fais des films de quoi?
Il fait des films de Bounty, mon pote. C'est moi que tu traites de Bounty? Ouais. C'est mon cas qui est Bounty. Ouais. Pousse-toi, toi. Moi, tu me traites de Bounty? Ouais, je traite de C'est toi le Bounty. S'il vous plaît. Tu sais où t'en es, toi? S'il vous Ou plaît. pas même ça qui compte où il est? Ni blanc, ni noir. C'est ça votre problème, les métis. Vous avez toujours les mêmes problèmes. Toi, Dieudo, tout ça, tous les mêmes. Vous savez pas où vous habitez. Toi, tu sais où t'en es, Ouais, toi? mon ça qui compte moyen. Et toi? Ouais, bon, c'est bon de Martinique, moi, c'est Martiniquais. Ouais, Et Martiniquais. je suis fier d'être de la Martinique. Je suis fier de l'être. Et je vais venir te péter tes petites fêtes de blanc. Reste en Martinique au lieu d'aller au ski, mon Ouais, pote. ouais, parce c'est que ça. Et t'es toi, ridicule. prends pas des sujets qui te dépassent. Moi, qu'à tomber dans la neige. Moi, pas Moi, qu'à tomber dans la neige. Dis-moi, arrête de fumer. Moi, qui doit le manette. Fais-moi. On est frères. On est frères. On est Toi, frères. l'Africain, frère de quoi? Vous nous avez vendu pendant des siècles. Avec lui, peut-être. Ouais, là. moi qui a vendu. Avec son sang Moi blanc. qui a vendu. Moi qui a vendu ton Ouais. breton, là. C'est vous qui nous avez vendus. Qui nous avez maltraités sur des bateaux, sur des négriers dans des bateaux. T'avais qu'à courir plus vite, mon pote. Hein? Foutez-vous de la main. Ok, fini. Je vais revenir. Et lâche-moi, toi, l'Africain. Me touche pas. Moi, je paye avec ma carte black. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de Tout simplement noir, le film de Jean-Pascal Zadi, sorti au début de l'été, et pour le coup un des succès du cinéma français cette année, qui donc a profité mine de rien de la crise du cinéma et du fait du manque de sorties dû à la pandémie, pour justement que le cinéma français se refasse une sorte de petite santé, où beaucoup de films qui n'auraient probablement pas eu le succès qu'ils ont eu en temps normal, notamment sur pas mal de films d'auteurs. Étienne Cadoret. Depuis le début de cette émission, vous êtes en train de griller les cartouches de notre émission qui arrivera juste après. Oui, mais nous, on est comme ça. On était d'accord. On était d'accord. C'est-à-dire qu'on démarrait, on faisait entendant Godard, on faisait les flops, c'est la merde, tout se passe mal, les films sont pourris. Et puis ensuite, on faisait une émission Le cinéma est mort, où pour le coup, on disait du bien. Depuis le départ, oui, mais ça fait bientôt 3/4 d'heure, vous êtes en train de dire que du bien en fait de ce qui se passe et des films. Pas du tout. Étienne, tu sais très bien comment c'est dans le cinéma. Le bonheur trouve toujours un chemin. Donc voilà, on part du négatif et finalement on n'arrive qu'à retirer la fleur qui pousse sur le chien-dent. Parce que pour le moment, on a quand même assez peu parlé de Christopher Nolan. Qui n'a pas sorti de film. Ah si, pardon. Non, t'as tout à fait raison. Qui n'a pas sorti de film. Non, je l'ai pas vu. Je suis en train de regarder mon flop, j'avais des choses intéressantes à dire sur le flop. Tenet donc de Christopher Nolan, par exemple, que j'ai absolument pas vu. Bon, j'ai pas l'intention de m'étendre sur. Mais qui effectivement qui était un peu le film qui était supposé sauver le cinéma américain cette année, et qui a marché un peu mollement. D'ailleurs, c'est très bien, mais mollement, oui, non, ça reste quand même un succès, bien. Enfin, je veux dire, moins que prévu pour la Warner. Ça reste l'un des objets dont on a le plus, dont les gens et les critiques aussi ont le plus parlé cette année. Moi, c'est un truc sur lequel je voulais revenir. Tu m'excuses si tu avais prévu de raconter quelque chose après cet extrait. Non, c'est juste pour vous. Parce que t'étais à deux doigts de dire que la comédie française allait bien. Je suis désolé, mais c'est il y a eu de très bonnes choses cette année. Justement, et aussi des choses parlons des mauvaises. On en parlera dans la deuxième partie. Je suis d'accord. En effet, la comédie française allait plutôt bien cette année. On en parlera tout à l'heure. Comment vous faites des cliffhangers en fait? Comment sous forme de querelle? On va vous parler du cinéma français. Non, c'est écrit. C'est écrit tout ça. Faudrait écouter l'autre émission. Non, mais si mais quand je dis qu'il y a des bonnes choses, ça veut dire qu'il y a eu 3 bonnes comédies françaises. On parlera d'humour et de bonne humeur tout à l'heure si vous le voulez bien. Il y a aussi des mauvaises comédies, crois-moi. J'en ai vu. Mais voilà, on a eu des très mauvaises choses. Les gens en ont beaucoup parlé. C'est ça, moi, sur lequel je voulais revenir, parce qu'on parle de Netflix, c'est très bien. Et je parlais de Manque qui était dans mon flop justement. Mais il n'y a pas que Manque. Et c'est vrai que l'année a commencé avec 1917, qui était quand même un film de merde. Ah oui, c'était qui a été survendu. Moi, c'est ça que je mettais dans mon flop justement un peu pour l'année. Tu m'excuseras, mais je me mets au niveau un peu de notre émission avec des tops et des flops et des listes, des choses comme ça. J'ai pas eu la tienne d'ailleurs. T'as pas fait ton travail. Tu permettras, parce que c'est vrai que moi j'ai pas trop d'ordinateur, alors je peux pas. J'écris à la main. Toi, tu demandes évidemment des listes tapées. À la plume doigt. Il va te la faxer d'ailleurs. Les envoyer sur les internets. Tu me donnes au travail. Mais tous ces films qui représentaient les succès d'auteurs justement, mais qui ont été pour moi, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, mais des succès aussi populaires. C'est-à-dire que moi on m'en parle, par exemple sur mon lieu de travail, je pense donc 1917, à Manque, à Tenet, mais surtout à Drunk. De Winterberg. Qui t'en a parlé sur ton lieu de travail? Un professeur de philosophie qui était surpris par le train de vie des professeurs de ce film, donc avec Mads Mikkelsen. Alors j'en parlerai très peu parce que je l'ai pas vu en entier. On en avait parlé dans un autre un peu avant le confinement. Mais j'entends encore des gens en parler là pour les tops de fin d'année, évidemment pullulent sur les internets, sur les réseaux sociaux, et Drunk apparaît énormément en fait dans pullule. Je vois qu'on a affaire à un as du Scrabble. Voilà.
Et c'est vrai que moi j'ai été, ça m'est tombé des yeux et puis j'ai trouvé ça vraiment lamentable en fait comme film. Drunk, j'ai l'impression de voir un adolescent qui faisait un exposé sur l'alcool, c'était scandaleux, et c'était vraiment inintéressant au possible. Le manque d'expérience peut-être. Vas-y. Non, mais je veux dire, si c'est un exposé sur un adolescent qui parle d'alcool, c'est peut-être un manque d'expérience, un manque de recul peut-être. Moi, j'ai un manque d'expérience. Permets-moi de m'inscrire en faux. Monsieur Cadoret répond à Monsieur Cadoret. Parce que, après moi avoir réfléchi, moi Drunk, je l'ai pas du tout détesté comme film, même si je pense pas effectivement que ça soit un immense fou, que ce soit une proposition particulièrement originale. Par contre, à mon avis, c'est pas du tout un film, c'est pas du tout un exposé. Je pense au contraire, moi je pense que c'est un film sur des mecs de 40 ans qui sont nuls. C'est un film sur des nuls. On peut arrêter de parler de Antonin comme s'il était pas là. C'est un film sur des espèces de petites chouineuses de 40 ans, qui sont tellement médiocres intellectuellement qu'ils passent leur temps à se lamenter comme s'ils étaient dans un sitcom, et le seul truc qu'ils trouvent pour arriver à soi-disant transcender ce qu'ils pensent être eux-mêmes leur vie de merde, alors qui est une vie de privilégiée en plus, qui est une vie au Danemark, de gens où ils ont des belles baraques, machin, mais ils passent leur temps à chouinasser, et ils se mettent à se bourrer la gueule pour et finalement c'est infantile. Mais c'est pas le film qui est infantile, c'est les personnages du film qui sont. Alors moi j'ai pas l'impression que le regard, du cinéaste soit le tien, correspond à ce que tu viens d'en dire, parce qu'effectivement c'est ce que je me suis dit pendant tout le film que j'ai vu hier. Je me suis dit mais comment je peux m'intéresser à des gens comme ça, parce qu'ils sont vraiment trop cons et ils sont trop privilégiés, je sais pas quoi. Pense à Festen, quoi. Comment tu peux t'intéresser à des gens comme ça, quoi. Mais ça me fait plus penser moi au Petit Mouchoir. Mais en même temps ça pourrait m'intéresser si effectivement il y avait vraiment ce regard que tu dis, quoi, où effectivement si ça avait été un portrait de ces gens-là, mais au contraire j'ai l'impression qu'il les aime beaucoup, ces personnages, qu'il les défend beaucoup, je pense qu'il aime à aucun moment il va jusqu'au bout de son projet de mettre à mal, ou qui c'est pas son projet, mais où t'as l'impression que par l'adjonction de cet élément de l'alcool, il y a une sorte de subversion qui va arriver comme par magie, en disant oh là là, je vais avoir un petit truc un peu subversif, mais ça peut pas être une subversion. Mais en fait à aucun moment le film n'est subversif, et ça c'est quand même assez d'avant. Même le procédé même qu'ils utilisent pour picoler peut pas être une subversion, puisqu'ils font ça de manière mathématique, je veux dire, avec des histoires de dosage, et donc rien que même la manière dont ils essayent de subvertir eux-mêmes leur propre existence, elle est déjà chiante en soi, quoi. Complètement. Mais après au bout d'un moment, je trouve que le film est assez drôle là-dessus. Mais dans le troisième acte, il y a effectivement, ils sont plus du tout dans le programme, quoi. Alors après je suis assez d'accord en ayant réfléchi, le film étant passé un petit peu, effectivement je suis assez d'accord. Le troisième acte pose problème parce qu'à mon avis il tient pas son truc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment effectivement il se laisse aller à la sympathie qu'il éprouve pour ses personnages. Est-ce qu'il aurait dû effectivement augmenter la distance plutôt que de nous rapprocher d'eux ? Je sais pas, parce que ça aurait peut-être couru le risque aussi de donner un côté je suis supérieur à vous, mais peut-être que c'est ce qu'il aurait fallu au film aussi, et qui fait que le film pour moi justement est pas, moi j'ai pas du tout trouvé le film désagréable. Puis bon, moi j'aime beaucoup Mads Mikkelsen, donc je pourrais le regarder, réciter les pages jaunes, ça serait voir Hannibal et la saison 2 de Hannibal. Mais je pense qu'il est pas, je pense que le problème de ce film c'est qu'il n'est jamais désagréable en fait. C'est ça qui me pose problème avec ce type de cinéma. Je pense que le succès qu'a eu le film, il est aussi parce que c'est un film qui est sorti juste avant le deuxième confinement, et c'est vrai que c'est un film, et je pense surtout à la scène finale de ce film-là. Qui a gerbé, on dirait une pub pour un... Il a répondu à un besoin, à une besoin de l'air du temps, ce film-là. Oui et non, fausse. C'est ce qu'il y avait de mieux comme feel-good movie à se mettre sous la dent, en fait, au moment où c'est sorti. Voilà. Moi, je pense que j'aurais été étonné de voir les réactions de ce genre de film qui normalement était taillé pour les festivals, et de voir un film comme ça projeté, je sais pas, à Cannes, et de voir la sortie, de faire le fameux micro-trottoir de toutes les vieillasses qui ont été invitées. Comme souvent, et ça je tiens les propos, ou peut-être pas le propos vieillasse, mais je tiens les expériences cumulées de François Gallou et Antonin Moreau de leur expérience du Festival de Cannes. En parlant de vieillesse, d'avoir des tas de gens invités mais qui ne connaissent rien à rien au cinéma, ou d'être juste invité par là, et d'être outré, et d'avoir des propos de cinéastes qui ont peut-être quelque chose à dire, et qui d'un coup se retrouvent, en tout cas là, ces vieillasses-là et ces vieillards-là, à regarder des films qui vont un peu les bousculer dans leur propre ressenti, et de se dire voilà, c'est exactement un film qui aurait pu un petit peu remuer
Qui aurait faussement remis. Moi, à mon avis, oh là là, oui, ça doit être intéressant comme vision. Et donc, Ouais, mais est-ce que c'est le propos de Jitterberg, quoi? C'est ça la question après, ou est-ce que c'est justement là, comment on vend le film et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il soit revu? Parce que par exemple Tenet, pour revenir à Tenet, moi je suis désolé, mais moi je l'ai même pas vu, Tenet. Mais par contre je me suis permis de regarder quelques critiques sur internet. Moi j'ai beaucoup ri, quoi. Les mecs sont là, c'est le film on comprend pas, donc forcément c'est un film intelligent. Mais non, c'est juste un film qui est mal écrit. Quand on comprend pas, c'est que c'est mal écrit. Voilà. Ou alors faut s'appeler David Lynch, quoi. Mais Nolan c'est pas David Lynch, voilà. Donc à propos de films aussi, moi je vais revenir sur les films qui sont chiants et qui sont mal écrits, qui ont été très bien reçus. Un film qui pour le coup a eu une très bonne presse, y compris parmi des gens autour de cette table, c'est le film des frères Safdie, Uncut James. Moi j'ai découvert pour le coup le cinéma des frères cette année. J'y allais avec beaucoup de bonne volonté et un certain entrain à découvrir des petits jeunes qui font des films qui plaisent à des amis, et j'ai été totalement atterré de voir à quel point j'ai trouvé ça minable et nul, mais vraiment très très pénible. Alors argumenter, tu fais une émission de cinéma quand même. Tu peux me laisser finir. Petit effort. Mais enfin, j'allais y venir, c'était juste un préambule un peu sexy pour l'auditeur. Et non, j'ai dû en voir 3 ou 4 cette année. Enfin, je crois que j'en ai vu 3 avant de voir Uncut James, qui a été divisé sur Netflix aussi, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Et c'est à peu près tout ce que je déteste dans le cinéma que l'on dirait moderne, et surtout dans le cinéma new-yorkais, et qui serait un peu d'un certain côté héritier du mumblecore et de ce genre de truc, qui était donc le cinéma basé à Austin au Texas. Je trouve ça hyper arty, très chichiteux, des personnages qui sont volontairement hyper désagréables, qui cabotinent comme des cochons, notamment un des frères Safdie qui joue dans la plupart de leurs films, que je trouve abominablement mauvais. C'est un truc hystérique qui moi me sort par absolument tous les pores de ma peau. C'est ça intolérable à voir. Sûr que tu confonds pas avec Michael Bay. Non, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Non, quoi. parce que les acteurs qui cabotinent, de l'hystérie. Parce que chez Michou, il y a justement un sens du joyeux, et en plus il y a des explosions qu'il n'y a pas chez les frères Safdie, donc ça vous ne m'ôterez pas l'idée que c'est quand même vachement mieux, quoi. Ouais, moi j'ai beaucoup plus accroché à Uncut James. Moi justement au contraire, alors effectivement passer ce côté effectivement arty, bah ouais, mais bon. Mais pour moi, c'est pas un défaut non plus, quoi. C'est surtout qu'en fait, c'est ce côté arty. Je pense que c'est l'esthétique dont vous parliez tout à l'heure, l'esthétique Netflix, en fait. Ouais, mais voilà, ce côté non, mais même avant, même avant dans leur premier film, avant qu'il soit pour Netflix, il y avait j'avais le même problème avec leur mise en scène, avec leur manière de filmer. Il y a un côté plus brillant, il y a plus de brillance dans Uncut James. Enfin, je trouve le film plus séduisant que ses précédents films. Enfin, en termes purement objectifs, j'ai l'impression qu'il y a plus de main tendue au niveau visuel, en termes de photos aux spectateurs, alors que les précédents sont plutôt dans une optique plus terne, new-yorkaise, en hiver, quoi. Grisâtre, ouais. Et c'est vrai que j'ai jamais trop accroché, et bon, bref, je vais pas revenir là-dessus, mais on a fait une émission là-dessus, mais moi je trouve le film plutôt c'est le seul film des frères Safdie qui m'est vraiment convaincu, quoi, et je le mets très très haut dans cette année, quoi. Très très bas. Donc Adam Sandler, Uncut Games et Herbie Hollywood. Ah, bah, je l'ai vu, ça. Herbie Halloween. Herbie Halloween, ça, c'était carrément mieux comme film, et pourtant c'était pas bon. Mon fils a adoré. Ce sont les comédies que fait Adam Sandler, parce qu'il a un deal avec Netflix depuis plusieurs années pour produire ses films à la chaîne avec ses potes, qui en général en termes factuels sont très très mous et écrits de manière assez lâche, mais où Adam Sandler peut inviter tous ses potes has-been à jouer avec lui, et lui ça lui permet de cabotiner gentiment et assez mollement en faisant plein de comédies qui sont très 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 sous-écrites. Ouais, mais il a produit, il a mis en avant Lauren Lapkus, qui est une des merveilles, mais je ferai une petite notule sur les gros yeux des filles au cinéma. Mais après c'est marrant, parce que du coup Adam Sandler, ça peut nous permettre d'aborder un film qui doit faire partie du flop de beaucoup d'entre vous, mais que moi je mets pareil assez haut, c'est The King of Staten Island de Judd Apatow. Et moi qui est un film que j'adore, mais qui pour le coup aussi, qui n'est pas un film qui est sorti sur des plateformes, il me semble, qui est le retour au cinéma de Apatow. Il avait pas fait de film depuis 2015. Ouais, avec, tout à fait. Alors que moi j'avais détesté qui était horriblement Trainwreck, mauvais, c'était affreux. J'ai revu 40 ans mode d'emploi, qui est quand même dur, mais qui était moins dur que dans mon souvenir. Mais par contre, celui-là, il est exactement pareil. C'est une sorte de radicalisation d'un truc d'Apatow, où quand même on pouvait dire qu'Apatow, même s'il y avait des particularités, on était quand même dans le terrain d'une comédie américaine relativement classique, où les bases étaient classiques, alors que King of Staten Island, il y a une sorte,
on va dire, d'autorisation massive du truc, où on est dans une sorte d'errance qui est plus proche presque du mumblecore dans sa structure dramaturgique, c'est-à-dire qu'il se passe rien, il se passe rien et tout est commenté, c'est-à-dire que tout est en double. Il y a une scène et après on a une autre scène où les gens vont commenter ce qui s'est passé. Ah ça, mais je pense que ça a toujours été à pas tous. Il y a une fièvre commentatrice. Il y a une espèce de radicalisation aussi là-dedans parce que tout le film dure plus de 2 heures et c'est ça. En fait, t'as une scène et après t'as pendant le même temps au moins les gens vont exactement répéter ce qui s'est passé mais un poil différemment. Comme s'ils faisaient une émission de radio par exemple. Ouais, mais avec ce film-là, moi ça m'est sorti par les trous de nez parce que Pete Davidson là, donc qui est une des figures du Saturday Night Live est uniquement casté et a uniquement été à mon avis inclus dans le casting du Saturday Night Live pour sa jeunesse et son inconsistance je crois que c'est un peu plus que son ça, background défoncé et donc parce que le personnage n'a pas été inventé pour le film. Le personnage, c'est un personnage de Pete Davidson qui l'a depuis, enfin c'est lui qui a coécrit le scénario. Oui, c'est pour ça que pour moi Apatow c'est complètement annulé parce que moi j'ai adoré Love qui est merveilleux, qui est superbe, mais quand il est qui n'est pas le film de Gaspard Noé qui est une série quand il met en scène des choses qui lui appartiennent pas, mais là il est simplement un filmeur de stars du Saturday ou de stand-up, donc que ce soit avec le mais ça il a toujours fait de Trainwreck, il a toujours fait, mais là en tout cas il transforme de plus en plus comme un opportuniste à se dire ah tiens putain là je tiens un personnage qui voilà le père est mort dans le World Trade, donc tiens je vais le transformer en pompier et puis je vais le faire mourir quand même, et en fait il ne filme que un personnage qui existe déjà et qui n'aura rien d'autre à faire. Donc le Pete Davidson il va faire un film et basta. Alors peut-être que là je me fais le prophète du diable et ça se trouve dans 3 ans on va le retrouver en train de tourner avec Lars von Trier, mais Pete Davidson je déteste ce petit bonhomme qui à chaque fois dans le Saturday est incapable de tenir un personnage à part son propre personnage, qui n'est pas un acteur et qui est juste en plus on le voit dans Voici toutes les semaines, il change de copine comme de chemise quoi. Tu vas beaucoup chez le dentiste, comment tu fais pour dire Voici toutes les semaines? Il a enchaîné Kaya Gerber, après il a enchaîné Margaret Qualley, après il a enchaîné par contre s'il tourne pour les bonus, s'il tourne avec Lars von Trier, moi je suis partant, il pourrait tourner avec n'importe qui. Lars, je signe hein. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour des flops? Non, ok, pas tellement. Super, merci. À moins un truc très rapide, peut-être Étienne Cadoret. Non, c'est pas mon genre. Parce qu'on arrive à la fin de cette émission, je crois. Voilà. Si on a 5 minutes pour un flop. Voilà, 5 minutes, Étienne. 5 minutes. Bah, je suis ravi. Bon, très bien. Je suis ravi de le faire chez vous. Mel Gibson. Ça sera un flop sur Mel Gibson, en effet. Je comptais faire un point Mel Gibson, des films. Merci de ce cadeau, Étienne. On n'a pas forcément parlé. 3 films qui sortent avec Mel Gibson cette année en tant qu'acteur, ou sans qu'il soit cachetonné, puisque tu sens très bien ce qui peut l'intéresser dans ces films-là. Il a fait notamment un film Force of Nature avec Joe Carnahan. Voilà, Joe Carnahan. Avec tous des accents absolument merveilleux. Et puis Fat Man, qui était pas forcément toujours des films très désagréables, hein. Je pense à Fat Man qui était vraiment pas nul comme film de Père Noël, dans le genre film de Père Noël. C'est vraiment pas mauvais. Il y en a très peu des bons, tu me diras, mais c'est vraiment pas mauvais. Par rapport à Tim Allen, par exemple. Par rapport à Tim Allen, c'est pas mal. Par rapport à Alain Chabat, c'est un poil en dessous, tu vois. Le Joe Carnahan était sans doute l'un des pires films de Joe Carnahan. C'est assez nul quand même, hein, alors que vraiment il y a tous les ingrédients pour en faire un film très agréable, voire carrément cool. Et là t'as l'impression qu'il y a personne derrière la caméra, que c'est fait par-dessus la jambe. Et heureusement qu'il y a Mel Gibson, sinon j'aurais abandonné très très vite ce film en fait. Force of Nature, on en a déjà parlé nous dans Le Cinéma est mort, c'était vraiment l'un des pires films de Mel Gibson, avec Daddy's Home 2 qui était vraiment pas bien, très mauvais. Pourtant encore une fois il y avait la rencontre avec Will Ferrell, on pouvait espérer. Bref, Mel Gibson va mal en tant qu'acteur. Il y a beaucoup de projets, donc moi Drake la cause concrète, ça fait pas si longtemps que ça, mais donc ça va. Ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait un film exceptionnel pour beaucoup de films qui sont moyen, voire carrément nul. Ça me rappelle Jean Reno. Et non, parce qu'il est toujours super. Jean Reno, oui. Non, Mel Gibson, vraiment, même sur ses films très mauvais, il cachetonne pas. Et même si je sais que j'ai un souci avec Mel Gibson, on fait partie d'un groupe, tout ça, machin, où on en parle. Un intérêt, puisqu'un souci. Mais je me rends compte quand même qu'il est bon, et personne autour de cette table pourra dire le contraire. À part peut-être Jules Topoc, mais il est vraiment. On sent bien qu'il y a un Illuminati, quoi. Bien. Mais sur ce sujet-là, je voulais terminer pour 3 films avec Mel Gibson,
Pas un seul bon film avec Mel Gibson. Une année ça de fait merde. mal au cul. Putain, il reste même pas une minute là pour un autre flop là. Non, on continuera chez vous. Passe une demi-heure à les parler de flops, Netflix et tu veux faire un messieurs flop des cinémas. On va se quitter avec un nouvel extrait d'une comédie française où on va se dire au revoir. Donc une bonne comédie française pour le coup. On en reparlera probablement chez vous. Donc c'était Terrible Jungle avec mon gars Jonathan Cohen et la reine Catherine Deneuve. On se retrouve donc pour la suite au cinéma je suis pas sûr, sur Canal B. Voilà, donc on se retrouve sur d'autres antennes. On se retrouvera ici la semaine prochaine. Bisous, merci messieurs, merci à la technique, merci à tous. Ciao. C'est une belle histoire au final, hein. C'est émouvant. Vous voyez, hein, quand je vous parle de l'amour et que vous me dites arrêtez, lieutenant-colonel, de nous parler d'amour tout le temps, vous voyez ce que ça peut faire l'amour? On se remet au travail, hein? Mais tranquillou, hein. Bravo Fabrice. Merci chef. C'était pas évident les petits points là, mais vous l'avez quand même trouvé. Allez, en tout cas, bon travail les gars. Hein. Merci chef. Hein, bon travail. Faut être fier de vous. Sauf Renard. Qu'en faut pas une, hein. Allez, alors on y va.